Beauvais, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Julie De Groot. Bonjour. Bonjour. Alors, députée bruxelloise CDH et aussi présidente du Parlement francophone bruxellois. Tout d'abord, je voudrais faire appel à vos souvenirs musicaux d'élèves et de professeurs de musique. Ce matin, la Libre soulève la problématique des cours de musique en académie. On doit freiner les inscriptions car on manque de moyens. Or, il y a vraiment une très forte demande. Alors, je voudrais connaître votre réaction. Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, l'enseignement gratuit de la musique est prioritaire. Réaction B, il faut faire rentrer la musique dans les horaires scolaires. Ou réaction C, tout simplement, la musique adoucit les mœurs. ABC. Mais en tout cas, B, je pense que le pacte d'excellence, justement, c'est ça, c'est de pouvoir faire rentrer d'autres choses, de pouvoir mettre, par exemple, de la musique. Quand on dit toujours qu'on veut faire rentrer la main dans l'école, mais la musique aussi. Moi, voilà, j'ai fait des études d'opéra et de jazz, donc c'est pour ça que je croyais que vous alliez me demander de chanter, en fait. Mais ça m'a libérée. C'était un moment hors de l'école, j'étais en internat, et c'était le seul moment où j'étais libre, vraiment libre. C'est un cadeau que j'ai reçu. Donc, je pense qu'il faut pas seulement dire tu fais des maths, du français, ou tout d'un coup la main, menuisier, maçon. Il y a aussi entre les deux tout ce qui est l'art. Donc vous conseillez à tous de faire des cours de musique, jeunes et vieux. Absolument. Oui. Absolument. Bon, et d'essayer de trouver les moyens de le financer aussi. Parce que c'est une expression qui est magnifique. On sort de soi. Voilà. Quand on chante, on sort de soi. Et ça aide en politique. Et ça, c'est magnifique. Ça aide en politique, la musique Bon, on va parler des conflits d'intérêts, parce qu'en tant que président du Parlement francophone bruxellois, vous avez déjà actionné à 4 reprises ce mécanisme de conflit d'intérêts. Je vais citer les 4 reprises. Il y a eu les numéros inamis, la problématique de la pension des enseignants, la problématique de la pension des agents communaux et les 500 € défiscalisés. Ce sont chaque fois des projets au niveau fédéral. Vous actionnez le conflit d'intérêts et donc du coup vous obtenez un délai de 60 jours où il ne se passe rien, où tout est suspendu et où normalement il faut se concerter. Alors pour quel résultat? Est-ce qu'il y a eu un résultat face à ces 4 conflits d'intérêts? Alors vous voyez justement, je fais le lien avec votre première question. Moi j'ai fait de l'opéra, voilà, c'est dramatique et on fait des grandes choses, etc. Et parfois pour quelque chose de ridicule. Ça pourrait paraître ridicule, un peu la grenouille qui se prend pour le boeuf, la petite cocoff, raison gardée, qui arrête des projets de loi au fédéral vraiment importants. Alors pourquoi? Moi je dis, il y aura ça de plus en plus. Et pourquoi? On a un pays qui doit trouver des lieux de concertation, de dialogue. Hier, il y avait des grands conflits d'intérêts un peu idéologiques. Vous savez, la scission, Bruxelles, Halle-Vilvoorde, etc. Aujourd'hui, c'est sur des projets de loi très spécifiques et vous les avez rappelés. Mais pour moi, et je pèse mes mots, il n'y aura plus de Belgique fédérale si on ne trouve pas des lieux de concertation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des majorités différentes entre le fédéral et les entités fédérées, et même entre entités fédérées, on le voit bien depuis le 19 juin dans le paysage francophone. Et donc, il y aura de plus en plus de conflits d'intérêts. Ok, c'est le propre aussi à notre Belgique de fédéralisme de coopération de trouver des lieux où on peut se parler. Et vous savez quoi? Je pense vraiment... Oui, mais vous forcez le fait qu'on se parle absolument. Avec ces conflits d'intérêts. Absolument, parce que le mal belge, c'est qu'on n'a pas de dialogue, on n'a pas de concertation. C'est vraiment notre mal belge. On a des postures de refus. Enfin, si vous ouvrez les journaux, vous avez des postures de refus, mais vous n'avez pas de concertation et de dialogue. Et donc, oui, la petite cocoff, dont je préside le Parlement, que je préside, vraiment oblige cette concertation, ce dialogue, force le dialogue. Mais qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez obtenu dans cette concertation? En fait, pour 2, on est en cours. Et par exemple, il y a eu une procédure pension des enseignants qui a terminé. Alors, si on voit au sens strict, on n'a pas obtenu dans la concertation, mais ça a mené à de véritables réunions
entre les parties concernées. Je me souviens d'une réunion que j'ai eue avec Rudy Demotte et Fadila Lanan chez le ministre Baclen. Et je pense qu'in fine, on a fait bouger les lignes. Et donc, je pense qu'à Donc ça un a moment... servi à quelque chose. Absolument. Et c'est pour ça que maintenant, par exemple, sur les quotas Inami, j'étais à la Chambre pour mener la délégation dans le conflit d'intérêts mardi et mercredi dernier, sur le conflit Inami et les pensions des pouvoirs locaux. Oui, nous demandons qu'on s'écoute. Mais ça paraît même difficile. Cette partie-là est difficile. Et c'est parfois un peu décourageant, en fait, de voir l'attitude comme ça, un peu cause toujours au niveau fédéral. Ouais. Et donc, il faut votre forcer. Votre constat, c'est qu'il n'y a pas de concertation. Ah oui, c'est le mal belge. Oui. Mais cette problématique de faire autant de conflits d'intérêts, est-ce que finalement, à bout du compte, on ne va pas dire ils exagèrent, ils font des conflits d'intérêts pour tout et n'importe quoi? Ah non, parce qu'on tient bon. On tient bon et on explique ce pourquoi on fait un conflit. Si vous permettez, je vais donner un exemple, quota Inami. Okay, moi, je préside le Parlement de la COCOF, donc bruxellois. Alors, les quotas Inami, c'est quoi? C'est que les quotas sont faits sur base des élèves inscrits à Bruxelles en enseignement primaire et secondaire. Primaire et secondaire. Donc francophone ou néerlandophone? Mais oui, mais n'importe quel bruxellois sait bien que dans l'enseignement néerlandophone, il y a tout plein de francophones, évidemment. Et donc, on a pris la répartition 83-17. 83-17. Donc 83% de francophones, 17% de néerlandophones en fonction de l'enseignement. Alors que si on prenait par exemple les déclarations d'impôts, c'est très objectif, hein, les déclarations d'impôts, si on les fait en néerlandais ou en français, eh bien ce serait 92-8. Mais c'est quoi pour les quotas Inami? Moi je ne fais pas de la grande idéologie ici contre les Flamands, blablabla. C'est quoi sur les médecins? Ça veut dire qu'on a à peu près 20 médecins francophones en moins à Bruxelles par an, 200 sur 10 ans, alors qu'on a une pénurie, une véritable pénurie. 50% des médecins en région bruxelloise ont plus de 50 ans. Donc vous avez un problème collectif bruxellois, mais vous avez aussi le rêve brisé de jeunes, donc un vrai problème individuel. On casse individuellement les rêves des gens. Mais ça, il faut forcer ce dialogue. Et voilà, moi j'ai déjà écrit plusieurs fois au président des différentes assemblées en disant attention, si à un moment on ne se met pas d'accord, qu'on doit trouver des lieux de concertation, il n'y a plus de Belgique fédérale. L'élastique, il va craquer. Alors demain, commission SIAMU, vous participez à cette commission, vous la suivez. Le SIAMU, en fait, on se rend compte qu'il dysfonctionne depuis 20 ans. Pourquoi les différents gouvernements bruxellois qui se sont succédés n'ont pas vraiment agi? Pourquoi on attend maintenant une commission pour y penser? En fait, on a laissé vraiment faire entièrement l'opérationnel, c'est-à-dire les hommes et les femmes du terrain. Alors, moi je veux dire, évidemment que les femmes et les hommes de feu, ils font un métier fabuleux, ils sauvent des vies des Bruxellois, hein, voilà. Et donc c'est vraiment, on doit leur dire merci, évidemment qu'on leur dit merci. Ça ne devrait pas les empêcher d'œuvrer dans la légalité, dans la régularité. Or ici, on voit quoi? On voit des marchés publics qui ont été modifiés après publication. On voit des critères qui ont été modifiés après publication. On voit quand même des choses qui interpellent. Hein, donc du chipotage, voilà, en fait. Du chipotage, donc, des voitures occupées par... Mais parce qu'on a toujours un peu ce... Voilà, j'emploie le mot, cette menace ou ce chantage de dire « Ah, mais nous, on fait quand même un métier fabuleux, extraordinaire, et attention, vous devez nous dire merci. » On a même, parce que demain on a cette commission-là, on a même M. Labourdette qui écrit ça, vous devez nous dire merci au service administratif. Non, évidemment qu'on leur dit, merci, évidemment qu'on leur dit merci. Ça ne les empêche pas d'être dans la régularité et dans la légalité, franchement dit. Donc alors, je trouve même que ce n'est pas leur faire honneur que ne pas résolument dire bien sûr, il y a eu une négligence rappelée par la Cour des comptes, bien sûr, et maintenant, vous pouvez vous attendre à ce que l'opérationnel et l'administratif, on soit dans les règles et qu'on se respecte. Donc on va siffler la fin de la récréation, là, en fait.
C'est un peu ça que vous dites. Mais j'espère. Oui. Alors, il y a une procédure de recrutement pour, oui, pour le voilà, nouveau c'est pour ça que je directeur dis j'espère. maintenant, oui. Et le directeur administratif qui est actuellement suspendu, ben, il fait partie de ces gens qui doivent peut-être être recrutés. Est-ce que c'est serein, ça? Est-ce que c'est une procédure Mais sereine? non, je suis celle qui a demandé de suspendre la procédure. Alors, pourquoi? On voit qu'on a laissé vraiment l'opérationnel voilà, avoir les mains libres, hein, un peu en dehors de tout le cadre de règles. Mais le 11, c'est qui? C'est la secrétaire d'État, Cécile Jedogne. Mais en particulier, la membre de son cabinet, sa représentante, qui est aujourd'hui celle qui est dans la procédure de recrutement. Donc moi, je dis, ça ne va pas, parce que déjà, on doit, nous, la Commission, sereinement, voir comment on veut un SIAMU demain. Un SIAMU qui fonctionne dans les règles, où l'opérationnel ne fait pas tout le temps le chantage sur l'administratif, en disant, attention, si vous n'acceptez pas tel et tel bon de commande, nous, on part en grève. Ça ne va pas, évidemment. Mais donc, ça ne va pas non plus. Déjà, sur la gouvernance, je me permets de ne pas en penser que du bien. Voilà, on fait toujours sur les cabinets hein, qui ont des nominations politiques, etc. Je me permets de ne pas en penser que du bien, déjà sur la gouvernance, mais en plus sur le fond. Sur le fond, vraiment, celle-là même qui a, au fond, pris l'option de donner vraiment carte blanche à l'opérationnel, je trouve qu'on doit au moins attendre les conclusions de notre commission. Et donc, vous trouvez que une personne qui est membre du cabinet de la secrétaire d'État Jedogne qui soit candidate, c'est un problème de gouvernance? Alors, moi, je pense qu'il y a une vie après la politique et que pourquoi pas, des gens très calés doivent pouvoir avoir une vie après la politique. Mais je ne suis pas donneur de leçons comme parfois le partenaire défilait. Donc, je ne fais que constater qu'ici, les donneurs de leçons participent eux-mêmes à ce qu'eux-mêmes critiquent. Une pierre dans le jardin de défi. Mais parlons un peu du CDH, hein, parce qu'on on a vu que le CDH bruxellois a fait des propositions. Vous n'en étiez pas d'ailleurs. Est-ce que ce nouveau visage de Bruxelles, on voit ce qu'Ecolo propose, ce que le SPA propose, ce que le CDH propose, ce sera quoi? Est-ce qu'il y aura encore une cocof demain à Bruxelles? Personnellement, je pense que, d'abord, je soutiens bien entendu mes collègues qui, au fond, ont fait des propositions sur la participation. Je suis bien placée pour savoir que... Vous aimez bien la participation. La participation, je la fais tous les mois. On doit être le seul Parlement à ouvrir ses portes tous les mois à la société civile. Mais rapidement, sur la COCOF, l'avenir de la COCOF. Sur la COCOF, moi, je pense qu'il faut vraiment discuter de la lisibilité de nos institutions. Peut-être que c'est pour ça que je n'étais pas dans ce panel. Je pense, et je l'ai toujours dit, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit que les politiques menées par la COCOF, elles sont magnifiques et elles sont construites en co-construction avec le tissu associatif. Je crois qu'il n'y a nulle part ailleurs où ça se fait autant en co-construction avec le tissu associatif. Non, les politiques doivent continuer. Par contre, les institutions, c'est absolument illisible. Et depuis la dernière réforme de l'État, c'est vrai qu'il y a eu un gros basculement vers la COCOM. Et donc, oui, je pense qu'il faut à un moment mettre ça sur la table. Mais par contre, quand on dit « Ah, il faut supprimer la COCOF », vers où? Vers un bi-communautaire COCOM? Non, on ne va pas tout gérer à deux. Ou vers régional, voilà. Julie de Groot, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est très complexe. Je ne suis pas sûr que tout le monde nous ait suivi là-dessus, mais on en reparlera. Mais l'illisibilité, tout le monde le sait. L'illisibilité. Merci Julie de Groot. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.